Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus dans notre studio Test Achat pour rencontrer différents experts à mes côtés autour de cette table et aborder plein de sujets différents. Test Achat, si jamais vous ne connaissiez pas encore, c'est une association belge indépendante qui existe depuis 1957 et qui vous aide, citoyens et citoyennes, à faire vos choix au quotidien de la manière la plus informée possible, qui vous aide dans tous les domaines de la vie du quotidien, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'électroménager, d'un achat d'une voiture, d'un smartphone peut-être. D'ailleurs, ça fait partie des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. D'ailleurs, au programme de cette émission, nous allons parler de plein de sujets très variés. On va commencer avec la nouvelle tendance des smartphones pliables. On va parler crème solaire et surtout mauvais élèves au rang des crèmes solaires. On va parler de climatiseurs. On va comparer les fixes et les climatiseurs mobiles. On va parler titres-services et surtout coûts supplémentaires. Et ça, on va tenter de survoler les 3 régions du pays. Et on va terminer avec un nouveau chapitre sur le site de vente en ligne Shein ou Shein ou Shine, selon la manière à laquelle vous le direz. On en parlera évidemment plus amplement avec notre experte en fin de cette émission. Et on commence tout de suite avec mon premier expert déjà à table à côté de moi. C'est notre expert technologie. Bonjour Richard Motte et bienvenue à toi. Merci, bonjour. Alors, je vois que tu as apporté toutes sortes d'accessoires. Aujourd'hui, on va parler avec toi des smartphones pliables. Alors moi, je connaissais le concept du smartphone plié, celui qui est dans la poche arrière du jean sur lequel on s'assied et qui ressort inutilisable. Mais j'imagine que c'est pas ça que tu viens nous vendre. Pas exactement, mais c'est peut-être ce genre d'accident qui débouche sur une innovation comme un smartphone pliable. C'est peut-être mené à une innovation grâce à toi. Ben oui, qui sait. Ouais. Alors, d'abord, quel est l'intérêt d'avoir un smartphone pliable? Je vois que tu en as quelques-uns. Est-ce que tu peux montrer comment il se plie, se déplie? C'est quoi le but de créer ça? Pour bien comprendre d'où viennent les smartphones pliables, il faut partir d'un constat. Les smartphones sont grands aujourd'hui. Je suppose que tu seras d'accord avec moi. Ils sont grands, voire très grands. Il existe encore 2 ou 3 modèles un peu plus compacts, mais ça reste assez grand. Ça a plein d'avantages. C'est plus pratique de voir toutes ces apps, de voir des vidéos. Approche-toi du micro, je vois que tu es loin. J'ai l'impression que tu es tellement loin. Ça a plein d'avantages d'avoir un grand smartphone, mais le problème, c'est que c'est encombrant. Oui. Il y a des moments où on ne sait plus où le mettre. Les poches, ça devient un peu juste pour mettre les grands smartphones. Donc, c'est là que les pliables, on peut dire pliants aussi, voilà, j'ai l'habitude de dire pliable, donc je vais rester avec ce terme-là. C'est là que le pliable entre en jeu pour justement offrir une grande taille d'écran uniquement quand on en a besoin, ou une grande taille, voire très grande taille, et quand on n'en a pas besoin, eh bien, ça reste une taille normale ou tout petite. Donc je vais déjà te montrer là, il y a 2 formats différents de pliables. Ici, voilà, ça tient là-dedans quand il est plié. Donc, c'est assez sympa, on dirait un poudrier. c'est quand même petit, hein. Oui. Et ici, voilà, c'est un modèle qui a un écran, déjà un petit écran externe, qui te permet d'afficher ton agenda, évidemment à l'heure, la date, la météo, donc tu peux avoir des notifications. Donc tu peux déjà te servir de ça, du smartphone, sans le déplier. Oui, il y a déjà, tout est déjà accessible directement sur l'écran. Depuis le petit écran externe. Alors, il y a d'autres modèles avec des écrans encore plus petits comme celui-là. Bon, là, évidemment, les interactions sont plus limitées. Oui. C'est vraiment plus la notification de on a un message en attente, j'imagine qu'il y a une petite lumière qui s'allume, on a l'heure, on a la date. Voilà, c'est vraiment le strict minimum, quoi. Exactement. Voilà. Et une fois que tu en as vraiment besoin, tu l'ouvres et tu arrives à un smartphone classique, en fait. Ah oui. On ne dirait même pas qu'il est pliable, une fois qu'il est ouvert. Si tu regardes bien, tu peux remarquer que la technologie de l'écran est différente, parce que déjà, il est plus flexible, et aussi tu vois un petit peu la charnière. Oui. Il y a une charnière horizontale. Ça dépend un peu de l'angle de vue, mais elle se voit et parfois tu peux la sentir aussi quand tu touches l'écran. Je confirme. Tu vois ? Donc voilà, déjà deux modèles plus petits. C'est vrai que dans les autres raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie d'avoir un smartphone pliable, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nostalgiques de cette époque des téléphones à clapet où on a vraiment la sensation qu'il est fermé une fois qu'il est dans le sac. On n'a pas peur qu'il compose un numéro dans la poche ou bien qu'il décharge la batterie parce que tout à coup, il reste allumé dans le sac malgré soi.
Oui, tout à fait. Il joue beaucoup là-dessus aussi. Hein, c'est un aspect à la fois vintage et moderne, hein, puisque tu as toutes les technologies des smartphones performants modernes, avec ce design des GSM à clapet qu'on avait il y a une quinzaine d'années, plus ou moins. Donc voilà, ça c'est un design. Et puis, pour les utilisateurs plus exigeants, là, on a un smartphone qui ressemble à n'importe quel smartphone actuel. Oui, effectivement. Si on le regarde de face, hein, parce que si on regarde de profil, on voit qu'il est quand même un petit peu plus épais. Tu vois que ça cache quelque chose. Avec une fameuse installation pour l'appareil photo. Et donc j'imagine que ça s'ouvre comme ceci. Ah oui, là tout à coup on a... C'est autre chose, oui. Voilà. Donc là, on passe tu doubles en fait ta surface d'affichage. Tu passes d'un écran classique qui fait un petit peu moins de 7 pouces à un écran de presque 8 pouces, pratiquement. Donc on a quasiment une tablette en fait, on est vraiment dans la zone intermédiaire. C'est une petite tablette, oui, littéralement, tu peux dire ça, hein, mais ça peut apporter plusieurs avantages, parce que voilà, si tu regardes ici, si je regarde les actualités, évidemment je peux le faire très bien avec l'écran externe, mais dès que je l'ouvre, c'est déjà beaucoup plus confortable en fait, comme pour une tablette. Bien sûr. Je montre bien, je ne sais pas si on voit bien à l'image, effectivement, si j'ouvre une application n'importe laquelle. Donc moi je l'ai pas testé, hein, donc j'ai pas, je touche vraiment au hasard. Non, tu peux ouvrir tout ce que tu veux. Ok, mais c'est vrai que c'est, par exemple, pour les gens qui font des navettes en train ou qui ont des longs moments d'attente, ça leur permet aussi d'avoir soit leur film, leur série ou leur bouquin sur un écran un peu plus grand, et tout ça dans le même appareil. Tout ça dans le même appareil, voilà, c'est un peu ça l'avantage. Ça ne va pas totalement remplacer une tablette, ni un ordinateur portable, mais c'est du all-in-one. Donc tu as un peu cette tablette ou un smartphone dans un seul appareil. Ok, alors on peut commencer à comprendre l'intérêt d'avoir un smartphone pliable. Maintenant, j'imagine que tout ça a un coût. Ça ne doit pas être... on n'est pas dans le bas de gamme, à mon avis. Le prix, ça pique un peu. Hein. Pour un smartphone comme celui-ci, tu peux compter 1 800 €. D'accord. Donc, celui-là, on ne le met pas dans la poche, on ne s'assied pas dessus. On essaie d'en prendre soin quand même. On le manipule avec soin. Voilà. Donc, pour ce genre de design, pour le moment, on n'a que 2 marques officiellement en Belgique, c'est Samsung et OnePlus, qui proposent ce genre de design. Il y en a d'autres disponibles dans le monde, mais pas officiellement lancés en Belgique. Par exemple, Google en a un aussi, Oppo. Mais en tout cas, en Belgique, on n'a que ces 2-là pour le moment. Pour ce format-là? Oui, pour ce format qui s'ouvre comme un livre. D'accord. Et les 2 qui s'ouvrent comme un téléphone à clapet, les 2 plus petits modèles qui sont là, on est dans quelle gamme de prix et dans quelle marque? Alors, ils sont un peu moins chers. On oscille entre 900 et 1 200 €. OK. Maintenant, ça reste quand même ça reste un investissement. Maintenant, c'est un prix qui correspond un peu plus à un smartphone haut de gamme classique. Hein. On est un peu dans cette tranche-là. Mais je précise que les prix que je te dis là, c'est les prix de lancement. Hein. Et on sait que sur le marché des smartphones, après quelques mois de l'introduction du produit, les prix chutent assez vite. Donc, ça peut être intéressant de ne pas forcément se jeter tout de suite sur le produit quand il est lancé. Il n'y a pas le premier jour. À moins qu'il y ait parfois des actions spéciales de cashback, des choses comme ça, où on t'offre des cadeaux avec l'achat du smartphone. Mais voilà, par exemple, pour un appareil de 1 200 €, il y a la même version que celle-ci, mais avec un plus grand écran externe qui coûte 1 200 normalement. Tu peux faire des économies déjà maintenant de plusieurs centaines d'euros si tu l'achètes maintenant, alors qu'il est sorti l'année passée, tu vois. D'accord. Et là, on est aussi chez OnePlus et Samsung, c'est les mêmes marques? On est chez Samsung et Motorola. Et Motorola, ok. Oui, Motorola, on a 2, hein, comme je disais. Ça, c'est la petite version, un peu moins chère. Officiellement à 900 €, mais tu peux la trouver à 600 € aujourd'hui sur le marché. Et est-ce que c'est une tendance qui va se répandre? Tous les smartphones, d'ici peu, seront-ils pliables? C'est encore un peu tôt pour répondre avec certitude. Personnellement, je ne crois pas. Je pense que c'est une nouvelle tendance. On est quand même à la 5e année de smartphones pliables. Samsung a lancé son premier il y a 5 ans. On voit que la technologie aboutit à quelque chose d'un peu plus solide. Mais je pense que les 2 types de smartphones, donc le design classique et le pliable, vont encore coexister pour un bon bout de temps, et notamment pour une question de prix aussi. Hein. C'est pas spécialement abordable. Mais il faut quand même aussi savoir que ça n'a pas que des avantages, parce que c'est la technologie pliable de l'écran,
mais c'est un risque de faille en plus. Oui, c'est une fragilité supplémentaire. C'est un risque de fragilité supplémentaire et la fragilité, elle est effective dans l'écran interne. Okay. Pour que l'écran soit flexible, eh bien, ce n'est pas un écran aussi solide que l'écran externe, qui est assez résistant aux griffes, tu vois. Et puis, et là, il n'est pas question de mettre une vitre de protection, évidemment, sur l'écran interne pour éviter les accidents. Il y en a déjà une installée par le fabricant, en fait. Et on te déconseille de l'enlever parce que ça te supprime la garantie. Oui. Donc, si tu dois la faire remplacer, eh bien, tu dois le faire via le service après-vente. OK. Mais voilà. Et aussi, l'inconvénient dont on parlait tout à l'heure, où il y a cette charnière qui parfois est un petit peu visible, ça peut être éventuellement gênant quand tu regardes du contenu, des vidéos, des choses comme ça. Oui. Ok, c'est vrai que ça fait comme ça nous permet d'avoir déjà un petit aperçu des pour, des contre et des comment. Tu as parlé de Motorola, Samsung, OnePlus, Apple, ils ont l'intention de s'y mettre ? Ils ont l'intention, alors ils ne disent jamais rien officiellement, ça il faut toujours attendre leur date de lancement. Ils n'en ont pas encore, mais j'aime pas trop colporter les rumeurs, mais un scoop. Apple aurait déposé un brevet de technologie d'écran pliable. Donc on sait qu'on doit pouvoir s'attendre dans un futur assez proche à une version Apple, une version iPhone d'un écran pliable. Ouais. Ok, on verra. Tu viendras, j'imagine, nous le présenter. En tout cas, j'imagine que tu le testeras le jour où il sera disponible. On achètera dans les premiers exemplaires dès qu'il est dispo pour l'envoyer au labo. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, tu me les laisses comme ça, moi, je peux continuer à les tester, c'est ça ? Je vais les renvoyer au labo. Non, malheureusement, ça aurait été avec plaisir, mais je vais devoir repartir avec. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Richard. Et avec plaisir. À très bientôt pour un nouveau banc d'essai technologie avec toi. Avec plaisir. À bientôt. Alors, on va accueillir déjà maintenant notre deuxième invité de cette émission. Vous connaissez son visage évidemment puisque c'est la porte-parole Testachat du côté francophone. Bonjour Julie, Julie Frère est avec moi et tu es là pour parler des crèmes solaires. Alors, exactement. On ne peut pas vraiment dire que dans les derniers mois on était extrêmement exposés au soleil, mais on a quand même un certain espoir qu'ils finissent par sortir des nuages et à ce moment-là, il faudra absolument se protéger, d'autant plus qu'on n'a pas vraiment encore eu le temps d'habituer notre peau tout à fait au soleil. Pourquoi est-ce qu'il est important de tester les crèmes solaires ? Parce qu'en fait, c'est simplement une question de santé publique. Il y a un réel enjeu de santé publique derrière. Évidemment, le soleil, c'est très sympa. On a tous envie de se mettre à bronzer dès que le soleil pointe le bout de son nez. Mais le cancer est aussi... le soleil, voilà, justement, est aussi malheureusement responsable du cancer de la peau. C'est moins marrant. Et donc, évidemment, les crèmes solaires ont pour fonction de nous protéger des rayons UVA et des rayons UVB, parmi aussi d'autres précautions qu'on peut prendre. Juste un petit mot sur ces fameux, justement, rayons UVB, rayons UVA. En fait, les rayons UVB, c'est ceux vraiment qui sont responsables des coups de soleil. D'accord. Et quand on parle des rayons UVB, c'est à ça qu'on fait référence quand on voit le SPF sur l'emballage. SPF 15, 30, 50, c'est la protection contre les rayons UVB. Et alors, on va vraiment de très faible protection, c'est entre SPF 6 et 10, qu'on voit d'ailleurs presque plus sur le marché. Et puis, très haute protection, 50+. On recommande toujours au minimum de prendre un SPF 30. Et puis, il y a les rayons UVA. Et les rayons UVA, en fait, ils sont responsables plutôt du vieillissement de la peau. Et il y a aussi une réglementation européenne qui impose que la protection contre les rayons UVA doit être équivalente à 1/3 de celle contre les UVB. Bref, ça nous permet en fait de pouvoir vérifier tout ça. Et donc, on analyse l'aspect plus sécurité, protection contre les rayons, mais on va aussi regarder la liste des ingrédients pour voir s'il n'y a pas, par exemple, d'allergènes ou de perturbateurs endocriniens. On va regarder aussi si l'étiquetage est conforme, l'impact de l'emballage, mais aussi du contenu sur l'environnement. On sait qu'il y a 25 000 tonnes de crème solaire qui terminent dans nos océans. C'est vraiment des quantités gigantesques, donc ça a son importance aussi. Et puis, parce qu'évidemment, l'expérience qu'on en fait, elle compte. On fait aussi tester en fait les crèmes par un panel d'utilisatrices qui vont nous dire, voilà, en termes de facilité d'utilisation, en termes de texture, en termes de parfum, etc. Est-ce que oui ou non c'est agréable ? On pondère tout ça et on va donner un score global. D'accord. Bon.
Quel est le premier constat que vous avez pu faire avec ce grand test? Est-ce que tout le monde passe son examen haut la main? Alors, j'imagine que non, sinon tu serais pas j'aimerais bien là. vous dire que oui. Et en fait, très honnêtement, ça devrait être le cas. Je viens de le dire, on parle d'un enjeu de santé publique. Et donc, quand on promet quelque chose sur l'emballage, il faut que ça corresponde à la réalité de ce qu'on teste. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va tester ces crèmes en laboratoire. On fait ça chaque année et on met à jour en continu notre comparateur sur notre site. Et donc, cette année, on a de nouveau testé les crèmes solaires pour le visage, pour le corps, SPF 50, SPF 30, et on arrive de nouveau au constat qu'il y a des crèmes solaires qui ne respectent pas la protection sur l'emballage. Et comme c'est important, je vais quand même vous citer le nom des produits. Donc pour les produits corps, donc les donc protections. Ça, c'est la liste des produits qui ne remplissent pas. Voilà, c'est les produits qu'on déconseille à l'heure actuelle d'acheter. Et vous verrez qu'il y a quand même des grandes marques aussi dans les produits qu'on déconseille. C'est le cas du Nivea Sun Kids Ultra Protect and Play, donc en plus une crème à l'attention un spray en l'occurrence à l'attention des enfants. Un produit de Kruidvat aussi, qui a pourtant eu dans le passé des bons résultats à nos tests. Ici, avec ce produit Hydra 24 heures Sun Milk, il y a un problème aussi. Un produit de Lidl, le Cyan Sun Kids Protect Cream, donc de nouveau à destination des enfants, ceux qui posent problème. Et enfin, un rôle de la marque Decathlon, Solaire Sun Mineral 50+. Donc voilà, Nivea, Soleil, Cyan Sun et Decathlon, ces 4 produits pour le corps, on déconseille pour le moment. Et pour le visage, là, on a 6 produits, c'est quand même, vraiment interpellant. Un produit de la marque Isdin, c'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec cette marque, malheureusement. Photoprotecteur Fusion Water Magic, un produit Lancaster, vous voyez, Isdin, Lancaster, également Biotherm pour le visage en 50+. Donc ça, c'est toutes les marques qu'on trouve en pharmacie. Mais oui, on se dirait, bon, ce sont des marques reconnues, on peut y aller les yeux fermés, mais visiblement non. En fait, assez régulièrement. Attendez, je vais terminer ma liste. Et ensuite, un produit encore de Rituals, 50+, donc pour le visage, Invisible Sun Protection Face Cream. On retrouve encore un produit de Nivea UV Visage Sensitive 50. Et le dernier, Vichy Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice 50+. Ça donne envie pourtant, mais malheureusement à éviter. Et on est encore en train de mettre à jour les produits avec un SPF 30. Mais c'est évidemment absolument pas normal de retrouver ce type de constat. Voilà, on a cité toute la liste, mais je recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil à notre site. Bien la sûr. Liste complète y est. Et puis on a aussi évidemment aussi les crèmes solaires qui obtiennent de bons scores. Parce qu'il ne suffit pas de dire lesquelles ne sont pas bien, ce serait très bien aussi de nous conseiller. Moi, je suis rassurée, celle que j'emploie n'est pas dans la liste. Ah, super. Donc, ouf, tout va bien. Tant mieux. Mais c'est vrai que c'est une liste qui évolue régulièrement. Il y a des nouveaux produits sur le marché régulièrement. Et puis j'imagine que, comme tu disais, parfois les produits qui avaient des bonnes notes avant changent quelque chose dans leur formule et c'est fini. On voit aussi des évolutions positives, parce que là, on a parlé vraiment de l'aspect sécurité. Mais on voit par exemple que les perturbateurs endocriniens, on n'en a pas trouvé cette année, alors qu'on en trouvait régulièrement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a une évolution positive du marché. On voit aussi qu'il y a des filtres chimiques qui sont décriés, suspectés d'être perturbateurs endocriniens, qui ne sont pas encore interdits, mais qui disparaissent pourtant des produits. C'est le cas de l'octocrylène et de l'homosalate. C'est des filtres chimiques qu'on ne retrouve plus dans les produits qu'on teste aujourd'hui. Et donc, en fait, en fonction un peu de la mauvaise publicité qu'a telle ou telle substance, on voit que les recettes évoluent. Et donc, on doit constamment mettre à jour notre comparateur. Donc, rendez-vous sur le site de Testachat une fois de plus pour aller voir tout ça en détail. En plus, vous aurez les visuels de chacun des produits. Ça vous aidera mieux à les reconnaître, à les identifier. L'étape suivante, c'est quoi? Parce que j'imagine que le but, c'est d'éviter que ce genre de produit se retrouve encore sur le marché. Bien sûr. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait immédiatement dès qu'on a les constats officiels, parce que, donc, évidemment, on veut être absolument sûr de nos résultats avant de les communiquer. Et donc, on teste une première fois. Et si on a un résultat négatif à ce premier test, on va repasser un deuxième test. Et donc, ce n'est qu'en cas de double négatif, si vous voulez, qu'on transmet nos résultats aux autorités et qu'on avertit le grand public. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que chaque année, ça crée des discussions. Parce que les fabricants, ils vont contester en disant « Mais non, regardez, nous, on a des résultats de tests. Et en fait, nos résultats de tests sont tout à fait conformes. » Quand on y regarde un peu plus près, nous, on constate qu'il y a certaines étapes du processus de test qui n'ont pas été faites correctement ou pas selon la norme applicable. Donc, c'est fortement critiquable. Et par ailleurs, il y a un processus de discussion aussi au niveau européen parce que la norme aujourd'hui qui explique un petit peu comment on doit tester,
Il y a une part d'interprétation. D'accord. Ce n'est pas et les hyper fabricants carré. jouent beaucoup là-dessus pour expliquer qu'il y a des différences entre nos résultats et leurs résultats. Donc nous, ce qu'on demande, c'est maintenant qu'on clarifie les choses. Ce qu'on est en train de faire là pour le moment, c'est d'ajouter une nouvelle norme en 2025. Mais donc elle va s'ajouter à 2 normes qui existent déjà. Oui, donc ça Et va donc être en encore fait, plus les compliqué. fabricants vont pouvoir choisir la norme qui les Ouais. arrange le mieux. Pour nous, ça, c'est pas très efficient. On aimerait bien qu'il y ait une norme unique, claire, et qu'on arrête les discussions. En attendant, on demande à nos autorités de retirer les produits, en tout cas de bien contrôler les données soumises par les fabricants. Et puis, si vous avez acheté un de ces produits et que vous dites, zut, contrairement à toi, tu es tiré d'affaire, mais que faire si on a un de ces mauvais produits? Eh bien, l'idée, c'est de le traiter comme si on avait acheté plutôt une protection 30, justement. Si on a acheté un produit 50 plus, alors c'est vraiment de mettre plus de crème, plus régulièrement. souvent. De Oui. manière générale, on ne met pas du tout assez de Non. crème, pas assez souvent. Et donc, on diminue de 2, voire de 3 le facteur de protection de sa crème quand on n'en met pas assez. Oui. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à se tartiner Il faut se tartiner en et choisissant une bonne régulièrement, crème. oui. Exactement. Et il faut se méfier aussi des vêtements, parce qu'en fait, les vêtements ne bloquent pas les rayons et n'empêchent Ouais. pas. Mais de à manière moins d'avoir, générale, il faut éviter, et en particulier avec les enfants, l'exposition aux heures les plus chaudes de la journée, essayer de rester à l'ombre, se protéger correctement avec un bon produit. Si on va se baigner, etc., même Il faut si on a remettre une après. crème waterproof, etc., il faut remettre de la crème. Bien sûr. Vraiment, voilà. On peut avoir un très beau bronzage Oui. avec de la crème 50. Je vous promets, je n'utilise que ça et Pareil. ça marche. Je bronze très bien en écran total. Ah ben voilà. Mais On merci est rassurés, beaucoup. avec On espère en plaisir. tout cas qu'on aura beaucoup l'occasion de s'en servir de la crème solaire cet été. Parce que je On crois que croise les doigts. tout le monde en a ras-le-bol de la pluie, Ouais. même si ça fait du bien par ailleurs à d'autres aspects de... Mais à ce sujet, juste une dernière petite chose. Oui. En fait, il faut faire attention. Souvent, le soleil peut passer à travers les nuages. Donc, en fait, il faut regarder, et c'est indiqué sur les sites météo, l'indice UV. D'accord. Quand il y a un indice UV qui est élevé, il faut mettre de la crème. Moi, j'ai par exemple toujours mon petit stick dans mon sac, parce que c'est vrai qu'ici, bon, on n'a peut-être pas envie de se balader avec un gros pot de crème solaire, vu que la météo est quand même relativement changeante. Mais dès qu'il y a un peu de soleil et que, par chance, on va en terrasse et que tout à coup, on se retrouve au soleil, eh bien, on a son petit stick ou sa crème visage. Et donc, ça vaut toujours la peine, même quand le ciel est un peu gris, parfois de se protéger. Mais c'est bon à savoir. Merci beaucoup pour ce bon conseil, Avec Julie. plaisir. Et à très bientôt pour la suite. À bientôt. On accueille maintenant notre expert énergie qui vient me rejoindre autour de la table. C'est Olivier Lesage qui va parler des climatiseurs fixes, climatiseurs mobiles. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue à toi. Toujours aussi élégant. Combien de nœuds papillons as-tu ? Parce que je trouve, moi j'adore. Je suis à chaque fois curieuse de voir quelle couleur tu auras assortie pour chacune des émissions. Il faudra aller sur notre site pour savoir combien j'ai de notre pavillon. Ah mais voilà, rendez-vous. Il y a une page dédiée à tes nœuds papillons. Quelle bonne idée. Alors on va plutôt parler climatiseur. Hein. Oui. Alors, le climatiseur, c'est un objet dont on commence de plus en plus à parler, qu'on commence de plus en plus à retrouver, non seulement dans les ménages, mais aussi dans les flyers, dans les prospectus des magasins. Quand est-ce qu'il est utile d'employer un climatiseur ? Eh bien, quand tu as essayé de ne pas avoir de climatiseur. Et c'est un peu comme ta voiture. Avant de mettre l'airco, tu peux la mettre à l'ombre. Oui. Voilà. On peut difficilement déplacer sa maison à l'ombre, on est bien d'accord. Exactement. Alors, très brièvement, on a des techniques qui sont décrites sur notre site, mais très brièvement, tu as les techniques de store, de pare-soleil extérieur. C'est ce qui fonctionne le mieux à la base. Hein. Ça et l'isolation. Alors évidemment, on n'isole pas spécifiquement comme ça, juste parce qu'il y a une canicule. En fait, les maisons bien isolées, on oublie de le dire, ça marche en hiver, ça marche aussi en été. S'il fait très chaud dehors, eh bien la chaleur rentre moins vite. Donc ça, c'est la base. Et puis après, tu as des techniques... Alors, si tu n'as pas de store extérieur, c'est assez coûteux. Oui, hein. Tu ne sais pas toujours en installer. Mais déjà, fermer les rideaux, avoir des stores intérieurs, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne. Et avant qu'il ne fasse trop chaud. Oui, Ça, il faut les tirer avant que le soleil soit là. Absolument, c'est important. Et puis, autre chose, la ventilation nocturne. Alors, lorsqu'on a une nuit fraîche, alors quand c'est une canicule, justement, par définition, la nuit n'est pas trop fraîche, mais on essaie quand même de faire passer l'air. On ouvre les fenêtres, on fait bien passer l'air dans la maison et on ferme les fenêtres avant
Le que la lever du chaleur soleil. arrive. Oui. On se protège de la chaleur comme on se protège en hiver du froid. Donc, on ne laisse pas les fenêtres ouvertes pendant toute la journée, Non. parce que là, on fait rentrer de l'air à 30, 35 degrés. Oui. Donc voilà. Et puis, voilà. Et alors après, tu peux utiliser un ventilateur. C'est moins consommateur d'énergie qu'un airco, mais tu n'obtiendras pas le même confort. Bien sûr. Bon, alors, Voilà. ça c'est tout ce qu'on peut faire avant de passer à l'étape ultime de brancher un climatiseur. Maintenant, il y a 2 types de climatiseurs, les fixes et les mobiles. Comment fonctionne, on va commencer avec le fixe, comment fonctionne un climatiseur fixe? Voilà. Donc, on a ces climatiseurs qui sont... Donc, on arrive à une technologie qui demande de l'électricité, de l'énergie pour produire du froid. Alors, le principe du climatiseur, c'est le frigo. C'est ce qu'on appelle la pompe à chaleur. Dans un frigo, à l'arrière d'un frigo, tu as un système de pompe à chaleur. Et cette pompe à chaleur, ça déplace la chaleur. Alors, ça déplace la chaleur de l'intérieur de ton frigo vers l'extérieur de ta maison. C'est la même chose. Tu peux déplacer cette chaleur et l'envoyer, la sortir, et tu crées du froid. Tu peux inverser, tu peux chauffer avec une pompe à chaleur. Ok. D'accord. Donc, D'ailleurs, on parle de pompe... Oui, vas-y. Non, On parle de pompe à chaleur plutôt en hiver lorsqu'on parle de chauffer un bâtiment. Et puis, on parle de climatiseur, d'airco pour l'été, pour refroidir. Mais c'est potentiellement le même appareil. Absolument. C'est réversible. C'est D'accord. magique. C'est splendide. Oui. Ça reste une technologie toujours étonnante qui consomme de l'énergie. Oui. Alors, pour parler du climatiseur fixe, on va commencer par lui. Une pompe à chaleur. Tu as une unité extérieure qui on va commencer par l'unité intérieure qui va te donner le froid, qui va prendre cette chaleur. Et puis, cette énergie, cette chaleur va passer par un tuyau. C'est un système de tuyaux en cuivre et va l'amener dans un appareil qui est une unité extérieure. On connaît tous... On en voyait moins en Belgique, on en voit de plus en plus. Ce sont ces unités extérieures, cette espèce de grands rectangles parallélépipèdes qui se trouvent en extérieur avec une soufflerie et ça permet de dissiper la chaleur. Donc, tu as un système qui ne crée pas d'appel d'air. C'est ça qui est important. Tu n'as pas d'apport d'air, tu as un brassage d'air à l'intérieur et puis tu dois avoir un peu d'air, un renouvellement d'air hygiénique pour avoir un air sain à l'intérieur, mais ça n'est pas dépendant de ta climatisation qui apporte le rafraîchissement sans déplacement d'air. D'accord. Bon, voilà le principe. Intéressant. Donc ça, c'est pour le fixe. C'est pour le fixe. Maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir un mobile. J'imagine que l'intérêt de l'un par rapport à l'autre, c'est probablement le coût d'installation. Un mobile, on l'achète en magasin, on l'installe chez soi et il est prêt à fonctionner. Alors qu'un fixe, il faut déjà le placer. J'imagine que ça, c'est déjà une des grandes différences. Oui, bien sûr, c'est la grande différence. On peut un peu prendre la comparaison du petit radiateur électrique portable que tu vas mettre pour chauffer ta pièce, et puis tu as une installation de chauffage fixe pour chauffer l'ensemble de ton bâtiment, ou même une pièce, mais c'est tout à fait différent. Et cet appareil, le mobile, il a aussi une pompe à chaleur. À l'intérieur de l'appareil, tu as tout. Et puis tu dois évacuer cette chaleur. Il n'y a pas d'unité extérieure. Mais non. Bon, alors, comment fait-on alors oui, comment mais fait-on voyons. Eh bien, il y a un tuyau d'un diamètre de l'ordre de 16 cm, 15-16 cm de diamètre, que tu places vers l'extérieur, et de l'air chaud sera soufflé pour évacuer cette chaleur. Voilà, au lieu d'avoir un fluide frigorigène qui passe dans des tuyaux, tu as un flux d'air. Tu vas me dire, et alors, c'est très bien. Oui. Bon, d'une part, tu ouvres une fenêtre. Bon, évidemment, il fait chaud dehors, donc tu ouvres la fenêtre. Oui, donc il y a un peu d'air chaud qui peut rentrer, même si on ne doit que l'entrouvrir, c'est quand même... Tu peux essayer de colmater. Mais malheureusement, il y a un petit problème, c'est que ces appareils-là vont rejeter 350 à 750 mètres cubes par heure. Alors, pour te donner un ordre de grandeur, ça fait pour une pièce comme une chambre, tu vas avoir facilement 10 à 20 fois le renouvellement d'air. Et comme cet air doit bien venir de quelque part, il vient de l'extérieur. Donc, tu essaies de refroidir ta pièce,
et en même temps, tu crées un énorme appel d'air dans la pièce, c'est inévitable. Oui. Même si tu calfeutres par toute une série de stratagèmes. Enfin, pas toute une série de fissures comme tu veux, d'inétanchéité. Et puis, de toute façon, tu as ta fenêtre qui est ouverte, entrouverte. Tu vas avoir ce flux d'air. Alors, il y a un problème, tu essaies de refroidir. Mais tu fais rentrer de l'air chaud. Voilà. Donc, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est un appareil déjà moins efficace à ce niveau-là. D'accord. Donc tu réponds déjà à ma question suivante, c'était quel est le plus efficace, fixe ou mobile? On a déjà un début de réponse. Toi, tu es plutôt dans la team climatiseur fixe. Ça me semble évident que c'est plus efficace. Alors, oui, je t'ai répondu partiellement. Au niveau de la technologie, c'est plus efficace. Non, on verra juste à la fin, quand on utilise l'un ou l'autre très rapidement. C'est pas pour ça qu'il faut jeter le climatiseur mobile. Il y a des raisons de l'utiliser. D'accord. Mais au niveau efficacité, tu as bien compris, il y a un problème de base de perturbation par un flux d'air très important, d'air chaud d'extérieur. Mais il n'y a pas que ça. Comment en fait, ça? Quand on les met en laboratoire, on les teste en laboratoire, même si tu mets ces appareils dans des mêmes conditions, en fait, le fixe réussira à être 2 fois plus performant que le mobile. Donc, il est déjà intrinsèquement plus performant. Donc, il consommera 2 fois moins d'électricité pour le même service. Donc, et en plus, tu as l'air qui arrive, qui perturbe. En résumé, tu as des performances beaucoup plus basses avec un mobile qu'un fixe. Ce sont des appareils très différents. D'accord. Donc, n'achetez pas de climatiseur mobile. C'est ça la réponse. Alors, avant ça. Oui, mais dis, tu as l'air du teasing, toi. Hein? Allons-y. Quoi donc? Avant ça. Tu vas en magasin. Oui. Et puis tu vois un Ercomobile et tu vois un beau label A. Même A+. A++. Bah oui, c'est génial. C'est fantastique, ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est un bon appareil, je vais l'acheter. Et puis, tu te renseignes, parce qu'on n'achète généralement pas ça en magasin, même si on peut en trouver, mais un fixe, tu vas demander à un installateur, il dit, oh, regardez, c'est un label A++, ah oui, ça doit être la même chose. Mais pas du tout. Il faut savoir que les normes sont très différentes. D'abord, les tests ne sont pas du tout les mêmes. Okay. Pour le mobile, on fait un test un peu bizarre. Dans une chambre à 35 degrés, à l'extérieur, fait 35 degrés. Tout ça est brassé, pas très réaliste. Bon, c'est un test pour mesurer les performances. Les fixes vont devoir subir une série de tests pour simuler leur comportement, pour évaluer leur comportement sur une période de refroidissement avec des températures différentes. Et on calcule un chiffre qui est une moyenne. Et donc, il est soumis à des contraintes plus importantes en test. Et donc, tu as déjà des chiffres qui ne sont pas les mêmes. Tu vas avoir d'un côté un chiffre technique E et R, de l'autre côté S et R. S, tu retiens, c'est saisonnier, donc ça veut dire qu'il y a l'idée déjà d'une période. Et donc, pour les fixes, tu auras un chiffre qui résulte de tests plus contraignants. D'accord. Donc en plus... Oui, vas-y. Donc, un A++ chez un fixe vaudra plus qu'un A++ sur un mobile. Absolument. D'autant plus que non seulement les tests sont moins sévères pour les mobiles, mais en plus, la barre est mise plus bas, 2 fois plus bas. Tu peux beaucoup plus rapidement avoir un label A pour une performance ER qu'avec un Erco fixe, où là, la limite est mise plus haut pour ce chiffre S et R. En résumé, c'est pas les mêmes appareils. C'est ça la conclusion. C'est pas du tout les mêmes appareils, c'est pas du tout la même utilisation, c'est surtout pas du tout le même résultat. Donc si c'est vraiment indispensable, après qu'on ait placé les stores, qu'on ait vraiment fait tout, qu'on ait même éventuellement planté des arbres qui nous donnent de l'ombre, parce qu'ils auront poussé très vite, bien entendu. De la vigne, c'est très bien. La vigne, c'est bien. Ah, c'est bon à savoir, ça. La glycine, quand on aime les abeilles, c'est quand même agréable. Mais donc, quand on a vraiment épuisé toutes les options possibles ou qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser ces solutions-là de prévention de la chaleur, eh bien, toi, tu milites plutôt pour le climatiseur fixe. Je ne milite pas. Tu ne milites pas, non. Non, je ne milite pas. Tu valides plus le modèle fixe. Non, l'objet ici de la discussion, c'est de montrer qu'on a des appareils très différents. Oui. En fait, le mobile, tu vas l'utiliser si tu as un besoin ponctuel. Parce que tu ne vas pas mettre non plus 3 000, 4 000, 5 000 euros. Non. Parce que dans les mobiles, on a des appareils, déjà sur nos tests d'ailleurs, on peut... J'invite les
j'invite à passer sur notre site parce qu'on a un comparateur d'appareils mobiles. Ils n'ont pas tous les mêmes performances. Et donc, tu vas avoir des mobiles qui vont... excuse-moi, j'ai perdu juste le fil parce que j'ai parlé de notre site. Tu parlais des prix et des différences de prix, par exemple, pour les mobiles. Oui, mais non, pour revenir à nos mobiles, tu vas les utiliser parce que tu as une période assez courte. Enfin, tu as de la surchauffe dans une chambre, pendant une période pas trop longue. Tu vas pas payer, c'est ça, on va pas payer une grande installation. Et donc là, tu vas l'utiliser ponctuellement. Tu vas quand même aussi gagner, parce que tu ne vas pas devoir faire une installation complète, parce que justement, tu as des techniques pour rendre ton bâtiment suffisamment frais. Non, il y a plein d'autres raisons. Tu ne peux pas installer nécessairement un airco fixe. Tu es locataire. Prenons une chambre d'étudiant. Il y a plein de scénarios où on ne va pas pouvoir passer par l'airco fixe. Donc, dans ce cas-là, le mobile garde quand même sa fonction. Il a une fonction, mais pas pour un usage, normalement pas pour un usage long, et voilà, il sera moins performant, on a bien compris. Et puis le fixe, il intervient dans le cas où là tu as des besoins de refroidissement pour des raisons, il peut y avoir des raisons de santé. Bien sûr. On a des décès en 2020, on a eu un pic de décès suite à une canicule en août, et donc tout à fait justifier la pose de cet appareil-là pour pour des préserver, qui sont protéger des personnes fragiles. Bien sûr. Et enfin, dernière petite chose, ces appareils vont pouvoir aussi chauffer en hiver en mode pompe à chaleur. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut être intéressant pour remplacer un système de chauffage existant, et particulièrement si c'est du chauffage électrique. Oui. Parce que là, tu vas diviser par 3 ta facture en hiver. Oui. Par contre, tu vas l'augmenter en été parce que tu n'avais pas l'équivalent. Oui, mais bon, ça s'équilibre du coup. Mais ça, c'est encore une autre grande discussion. En plus, on a déjà eu une première capsule ensemble où on a parlé des différents systèmes de chauffage. Donc, je vous invite bien entendu à aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur le site de Testachat pour trouver le lien de cette première capsule où on a parlé des différents systèmes de chauffage. À combiner avec cette capsule-ci, on sera paré pour faire ses bons choix pour l'été. J'espère. Bien sûr. Mais je reviendrai, ou un de mes collègues viendra pour reparler de la pompe à chaleur. Ah bon, on n'a jamais fini d'en parler, évidemment. Oui, c'était juste un aperçu. Bien sûr. Voilà. Eh bien, merci pour cet aperçu. Merci Olivier et à très bientôt. Merci. À bientôt. Alors, on continue notre émission d'aujourd'hui. J'ai une nouvelle experte qui vient me rejoindre. Il s'agit de notre juriste Anne Moriot. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue à toi. J'aimerais comprendre un petit peu ce qui t'amène. On va parler de titres-services et on va surtout parler de coûts supplémentaires. De frais supplémentaires au titre-service, oui. Mais explique-moi d'abord, tout ça. peut-être commencer avec les titres-services. Ce sont donc ces titres qui nous permettent d'avoir une aide ménagère à un prix abordable. Et ce prix, il est abordable puisque le système, c'est un système établi par les autorités, les régions, et que les régions subventionnent le système et nous accordent même une réduction d'impôts. Alors, le prix est différent d'une région à l'autre et le système est assez identique dans les 3 régions, mais il y a des différences, notamment en ce qui concerne le prix, en ce qui concerne la durée de validité, en ce qui concerne l'indexation ou non du système, et aussi au niveau de la réduction d'impôts, justement, la déduction fiscale. Alors, tout ce qu'il faut savoir, et ça c'est pareil dans toutes les régions, c'est qu'on peut en acheter 500, c'est par personne. Donc, il y a des exceptions, des gens qui peuvent en acheter un petit peu plus, mais en principe, on peut en acheter 500 par personne, donc pour un couple par an. Et donc, pour un couple, ça fait 1000 titres par an. Le prix en Wallonie dépend du nombre de titres qu'on achète. Donc, en Wallonie, par exemple, les premiers 175 chèques vont vous coûter 10 €, les 225 suivants 11 € et les 100 derniers 12 €. D'accord. Alors,
à Bruxelles, c'est différent. Ok. Les 300 premiers vont vous coûter 10 € et les 200 suivants 12 €. Et alors en Flandre, c'est encore différent. Les 400 premiers 9 € Oui. et les 100 derniers 10 €. 10 €. Alors, On n'arrive voilà. pas à 12 Donc, en Flandre. Non, donc. jamais Ok. à 12 en Flandre. En Flandre, c'est nettement moins cher. Alors, aussi au niveau de la déduction fiscale, c'est comme ça. Donc, en Wallonie, les 150 premiers chèques, on peut les déduire, et pour un montant d'1 €. Alors, à Bruxelles, il y en a 172 pour 1,5 €. D'accord. Et en Flandre, 1,08 € pour 198 D'accord. titres-service. Bon, je vous Donc, rassure voilà, tout de suite. Hein. Tout ça, de nouveau, vous retrouvez sur le site de Test Achat, Absolument. le petit graphique, les petites colonnes avec chacun sa région. Vous pourrez retrouver les chiffres exacts. Parce que là, je ne sais déjà plus exactement voilà. qui C'est très rembourse quoi, compliqué. paye combien et où. Voilà, mais donc c'est pour bien démontrer que les régions agissent tous de leur façon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on doit surtout parler, on a souvent la question de savoir si des frais supplémentaires sont possibles. Donc on paye le titre-service. Au départ, quand on a instauré le système, on payait le titre-service point à la ligne, mais on a vu au fur et à mesure, au fil des ans, arriver des frais supplémentaires à ces titres-services. Et qui sont facturés par qui? Qui sont Qui demandés sont par facturés par l'entreprise des titres-services, donc D'accord. l'entreprise qui vous envoie l'aide ménagère. Et donc, ce qu'on constate, c'est que souvent, parfois c'est un forfait par mois, un forfait annuel, mais souvent c'est un petit forfait par titre-service. Donc disons 46 cents en plus par titre-service ou 1,5 € par titre-service. Le champion étant une société qui s'appelle Imens et qui travaille aussi bien en Flandre qu'à Bruxelles et qui demande un supplément de 5 €, non moins de 5 € par titre-service. C'est énorme. Mais Alors, oui, comment est-ce qu'ils justifient ça? Bon, la question de savoir, c'est est-ce légal, est-ce possible, est-ce autorisé? Eh bien, la réponse est très claire en Wallonie, non, puisque depuis le 1er janvier 2024, ce n'est plus possible en Wallonie. Interdiction de demander des frais supplémentaires. Bon à savoir. Bon à savoir, effectivement. Mais en Flandre et à Bruxelles, c'est toujours possible, mais il y a certaines conditions. Notamment, que ces frais doivent être bien mentionnés, clairement mentionnés, que vous devez les accepter. Vous pouvez toujours changer d'entreprise, de société prestataire. de société. Puis il y a le fait qu'ils doivent être facturés et détaillés sur la facture, et qui doivent représenter de vrais coûts supplémentaires, un service fourni supplémentaire, et que le prix doit être en rapport avec ce service. Maintenant, il faut aussi dire que nous avons examiné les conditions, les prestataires restent fort vagues à ce niveau-là. D'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Qu'est-ce qu'on peut encore dire J'ai un petit peu perdu mon fil là. Mais déjà, est-ce que c'est un supplément qui va dans la poche des aides ménagères ou bien ça leur passe en plus au-dessus de la tête? Des aides ménagères, en tout cas parce que ça ne peut pas être un salaire supplémentaire. C'est vraiment pour un service extra. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça représente en argent? Eh bien, ça représente un coût supplémentaire entre 80, mais c'est la minorité, et 280 € par an. Évidemment, chez nos amis d'Imens, je ne sais pas très bien comment on prononce, ça fait 960 oui, ça €. Fait c'est vraiment énorme. Mais donc, in fine, si je fais ce calcul-là, en Wallonie, on paiera moins cher son aide ménagère que partout ailleurs en Belgique. Eh bien non, parce que si c'était si simple. On a fait le calcul pour une aide ménagère qui vient 4 heures semaine et 48 semaines par an. On a pensé que c'était un peu la moyenne. Et on a quand même constaté que
En Wallonie, on payait, sauf chez nos amis Liemens, on payait quand même souvent un petit peu plus qu'à Bruxelles et en Flandre. Et pourquoi ? Eh bien parce que les chèques sont plus chers et qu'il y a moins de déductions fiscales. Mais finalement, on préfère quand même ce système-là parce que c'est un système clair et net. Le consommateur, il sait à quoi s'attendre. Il sait ce qu'il paye. Il sait ce qu'il paye. Et il n'a pas affaire à ces pratiques d'entreprise qui, tout d'un coup, décident de demander ou d'augmenter ses frais. Oui. Ce que je voulais aussi peut-être encore raconter, c'est que nous avons fait une étude au fil des ans. Et peut-être pour finir, en 2017, on a regardé 15 sociétés de titres-services et 6 demandaient des suppléments. Alors en 2024, nous en avons examiné 21 et toutes demandaient des frais supplémentaires, sauf une en Flandre. D'accord. Ok, bon, ça veut dire qu'il y a quand même une évolution des pratiques et qu'il faut garder ça à l'œil, en tout cas bien vérifier, bien lire tous les petits caractères avant de s'engager et poser les bonnes questions si on décide de faire appel à une entreprise de titre-service. Eh bien voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup Anne. Volontiers. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et nous arrivons déjà à la dernière séquence d'aujourd'hui. Eh bien, c'est encore une juriste qui vient me rejoindre autour de la table. Il s'agit de Charlotte Fumière. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour. C'est la première fois que tu viens me rejoindre. Toi, tu es la coordinatrice juridique, mais en contact avec les consommateurs. Tout à fait. Donc, je coordonne le service juridique aux membres avec toute une équipe. Bien, ça, c'est très, très bien, c'est très utile. Et on va parler d'une thématique qu'on a déjà abordée, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, avec Karine Deschamps. On va parler de Shein, la plateforme de vente en ligne. Encore une fois, Shein, Shine, selon la manière à laquelle vous le dites. Toi, tu dis comment, d'ailleurs ? Je disais Shine jusqu'à ce qu'on me dise que c'était Shein pour apparemment She Inside ou Still in Trend, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, donc on va continuer à dire Shein parce que autant rester sur ce thème-là. Alors, quel est le problème avec lequel tu viens, toi, aujourd'hui ? Parce que, visiblement, ça s'accumule. Alors, effectivement, Shein multiplie un petit peu les problèmes. Donc, on ne le présente plus. C'est un géant de l'ultra fast fashion chinois qui propose effectivement donc, énormément de vêtements à des prix dérisoires à ses membres. Et aujourd'hui, on est là essentiellement pour faire une mise en garde à tous nos consommateurs qui, à l'approche de l'été, même si la météo n'y est pas, il arrive bel et bien, vont sans doute être tentés de chercher des tenues pour des événements un peu uniques, des festivals et des choses comme ça. Et aujourd'hui, le message, c'est de dire faites attention lorsque vous commandez chez Shein, parce que, outre des considérations d'environnement, de santé, de conditions de travail quand même, parce qu'il faut le dire, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur le suivi des commandes, les problèmes qui peuvent se poser. Et donc, la mise en garde est de dire attention, vous risquez d'être déçus si, malgré tout, vous décidez de passer commande chez Shein. Et déçus de quelle manière ? Parce que le colis n'arrive pas ou parce que ça n'est pas conforme à ce qu'on a vu sur les images, ou les deux ? Un mix de tout ça, les deux et plus encore. Donc, on a effectivement des problèmes de livraison, des commandes qui n'arrivent jamais ou qui arrivent avec beaucoup de délai, des problèmes de retour, on va avoir des problèmes de qualité, des commandes qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité, des coupes pas aussi jolies que l'image. Ou des tailles complètement aléatoires. Complètement aléatoires, avec des tableaux de taille effectivement qui ne correspondent pas, ou des articles aussi qui vont être endommagés. Donc on a un peu toute la panoplie des problèmes qu'on peut imaginer. Et quand tu dis on a la panoplie de problèmes, on est bien d'accord que ce sont des consommateurs, des consommatrices qui se sont adressés à Testachat pour dire voilà ce que j'ai reçu, je ne suis pas content, je ne suis pas contente, j'ai envoyé un message pour être remboursé, j'ai pas eu de nouvelles, ou mon colis est perdu, j'ai même pas eu de réaction. J'imagine que c'est un peu un combo de tout ça. Oui, tout à fait. Donc là, on liste donc l'ensemble des types de plaintes qu'on reçoit au service juridique. Bon, alors ça, c'est les plaintes, ça, c'est les problématiques. Maintenant, je commence à connaître un peu Testachat. En général, vous n'en restez pas là. Est-ce que Testachat a eu un contact avec Shein ? Est-ce qu'ils ont réagi ?
Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Eh bien, c'est là que le bât blesse. On aimerait pouvoir contacter Shein, seulement c'est difficile d'identifier des adresses e-mail sur lesquelles on peut les contacter. La seule voie pour les contacter semble être de s'inscrire sur leur site, de donner toutes ces données personnelles pour réussir à entrer en contact, toujours sympathique. Et nous, les adresses qu'on identifie, soit on n'a pas de réponse, soit on a des réponses, des mails automatiques en chinois, ce qui ne démontre pas énormément de considération pour les consommateurs qui ne parlent pas chinois. Oui, surtout qu'en plus, ils visent à 100% une clientèle hors de Chine. Tout donc, à fait. C'est complètement insensé. Exactement. Bon, donc pas de réaction encore, ou peu de réactions utilisables du côté de Shein. Oui, peu de réactions, et donc ça veut dire qu'en pratique, on a beaucoup de mal à faire des interventions qui donnent un résultat, et donc malheureusement, on se cantonne à alerter les consommateurs sur les risques qu'ils prennent en décidant de passer malgré tout une commande chez Shein. Donc, si j'ai bien compris, ne commandez pas votre robe de mariée 2 semaines avant le mariage sur Shein. Ça, c'est un gros risque à éviter. Ça peut être un pari risqué. C'est un très gros pari à éviter, mais même de manière générale, parce que j'entends quand même souvent des personnes qui me disent « Oh, moi, j'ai pas eu de soucis, moi, je suis très contente de ma commande, etc. » Mais ça reste quand même... c'est la raison pour laquelle le site continue à exister. S'ils ne faisaient que des envois foireux, j'imagine que plus personne ne commanderait chez eux. Bien sûr. Mais c'est un risque, ça reste un risque. Et puis, il y a tout le reste des problématiques qu'on a déjà pu commencer à aborder. Exactement, j'allais y venir. Donc, c'est vrai qu'on a donc ces problématiques-là qui touchent vraiment aux commandes pures, comment elles se déroulent, les problèmes qui peuvent se poser et les difficultés de réaction qu'on peut avoir. Mais en marge de ça, même si la commande se passe bien, il y a quand même des questions sérieuses qui se posent. Dans quelles conditions de travail les produits ont été réalisés? Tout à fait, les questions de santé aussi. Voilà, les normes. Voilà, donc là, Testachat a aussi mené différentes enquêtes avec d'autres équipes de Testachat. Sur le plan santé, on a eu un communiqué de presse le 22 mai dernier qui explique le résultat de tests effectués sur des produits pour enfants avec des résultats qui sont quand même un peu interpellants. Et on a également un article qui est paru sur les conditions générales. Donc là aussi, on voit qu'il y a pas mal de problématiques qui se posent. Il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup à redire. Donc, à éviter. À éviter, peut-être privilégier le local, le vintage, d'autres alternatives pas chères, qui restent fun, mais pour tout le monde. Exactement. Merci beaucoup, Charlotte, d'être venue nous mettre en garde une fois de plus. Et puis, à une prochaine fois, j'espère. À la prochaine. Merci. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On a, comme à chaque fois, abordé plein de thématiques très variées, très différentes. Je vous invite toutes et tous à aller sur le site de Testachat, que vous soyez abonnés ou pas. Il y a du contenu, déjà beaucoup de contenu qui est accessible. Évidemment, si vous êtes abonné, là, vous avez accès à l'ensemble de toutes les enquêtes détaillées, les bancs d'essais, etc. Donc, vous avez vraiment encore plus de choses intéressantes qui vous seront proposées. Alors, pour rappel, si jamais si vous avez pris cette émission en cours de route, histoire de savoir quelle capsule vous pourrez avoir envie de récupérer en différé. Aujourd'hui, on a parlé smartphone pliable avec Richard Mott. On a parlé des tests des crèmes solaires et surtout des mauvais élèves avec Julie Frère. Olivier Lesage nous a parlé des climatiseurs fixes ou mobiles, chacun sa fonction. Et puis, on a évidemment abordé les questions des titres-services et surtout des coûts supplémentaires, que ce soit en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles. Et on a terminé avec cette dernière mise en garde pour le site Shein avec Charlotte Fumière. Voilà, on a vraiment abordé plein de thématiques très différentes. D'ici à notre prochaine émission, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos observations, vos questions aussi. S'il y a des thématiques que vous avez envie qu'on couvre, eh bien, envoyez-les nous par le biais de tous les réseaux sociaux que vous connaissez. On sera enchantés de tenter de vous répondre. Et puis, d'ici à la prochaine émission, faites de bons choix. Au revoir et à bientôt.